Il est temps d'évoquer les couleurs. La couleur et le dessin permettent de représenter les objets. Dans la plupart des tableaux, l'artiste privilégie un de ces deux moyens de représentation. Il faut reconnaître ce moyen afin de comprendre le choix de l'artiste. Est-ce que ce sont des lignes évoquant la forme que vous distinguez le mieux, malgré le coloris? C'est donc le dessin. Est-ce que vous avez plutôt le ressenti visuel que les couleurs sont plus importantes? C'est donc la couleur. La couleur peut être imitative ou arbitraire. Dans le cas où elle est imitative, la couleur des éléments du tableau imite celle de ces éléments dans la réalité. Elle prédomine dans la peinture dite académique. Dans le cas où elle est arbitraire, la couleur des éléments est transformée par l'artiste. Au cours du XXe siècle, plusieurs artistes s'intéressent aux possibilités non imitatives de la couleur. Posez-vous ensuite ces questions face à la peinture. Quelle palette de couleurs l'artiste a-t-il utilisée? Est-ce qu'il a choisi des couleurs froides ou des couleurs chaudes? Et comment les a-t-il utilisées? Est-ce que l'artiste a privilégié les dégradés ou au contraire, est-ce que vous voyez l'utilisation des couleurs en aplat, c'est-à-dire appliquées de manière unie? Mais comment bien utiliser les couleurs? Lesquelles sont complémentaires? Quelle couleur donne un rendu harmonieux? Quelle couleur ne pas mettre l'une à côté de l'autre? Pour cela, les artistes ont recours au cercle chromatique. Cet outil montre les couleurs primaires utilisées par les créateurs, c'est-à-dire le jaune, le bleu et le rouge. Ces trois couleurs donnent les couleurs secondaires. Pour obtenir les couleurs tertiaires, il faut mélanger une couleur primaire avec la secondaire la plus proche. Le cercle chromatique ne permet pas uniquement de connaître la recette de l'orange ou du violet. Il permet aux artistes de créer des harmonies et des contrastes. Les couleurs complémentaires sont contrastées, mais elles fonctionnent bien ensemble. Pour les repérer, rien de plus simple. Choisissez une couleur et repérez la couleur située à l'opposé. Prenons par exemple le rouge. Sa complémentaire sera donc le vert. Ce souci d'harmonie dans l'usage des couleurs ne se retrouve pas uniquement dans la peinture, mais dans tous les secteurs où les couleurs ont un rôle à jouer. Par exemple, la mode, la décoration intérieure, chez les fleuristes, dans les jeux vidéo, pour les logos, etc. Cette théorie des couleurs complémentaires a été popularisée par le traité des couleurs de Goethe en 1810, puis vérifiée par les expériences et développée par Michel-Eugène Chevreul, directeur des teintures à la manufacture de tapisserie des Gobelins à partir de 1824. Chevreul est conscient du besoin des créateurs dans leur pratique picturale. Il publie en 1839 de la loi du contraste simultané des couleurs. Dans cet ouvrage, Chevreul donne des assortiments pour les peintres décorateurs, les modistes, les fabricants d'étoffes imprimées et des papiers peints. Mais qu'est-ce que le contraste simultané des couleurs? Il s'agit d'un phénomène constant lorsqu'on voit simultanément deux couleurs contiguës différentes de ton et ou de nuances. Pour Chevreul, la nuance est le résultat du mélange de plusieurs couleurs entre elles. Le ton est quant à lui le résultat du mélange d'une nuance avec du noir ou du blanc. Les peintres parlent d'ailleurs de valeur et non de ton. Il faut faire attention car ces deux couleurs contiguës peuvent se nuire l'une à l'autre. Chevreul avait parfaitement compris que la couleur et ses applications dans la peinture notamment étaient un art qui parlait aux yeux. Un second ouvrage très important pour les créateurs et créatrices était la Grammaire des arts du dessin de Charles Blanc, publié en 1867. Selon Blanc, les grands maîtres de la couleur étaient les orientaux, mais leur supériorité se révélait dans les arts décoratifs. La publication de théories et de systèmes de couleurs au cours du XIXe siècle amène les artistes à repenser leur pratique picturale.
Les expéditions archéologiques nourrissent d'ailleurs ces recherches. À cela s'ajoute la baisse des coûts d'impression d'ouvrages en couleur, ce qui contribue à une diffusion de cette réflexion autour des théories sur les couleurs, et surtout du bon usage de celles-ci. L'objectif d'une théorie artistique de la couleur est de proposer aux artistes un ensemble de principes, de règles ou de formules. Elle peut s'appuyer pour cela d'une théorie scientifique, par exemple l'optique, mais pas nécessairement. À cette époque, les avancées de l'optique permettent un élargissement des gammes de couleurs. Néanmoins, la palette des peintres n'est pas basée sur le spectre solaire, mais à partir des couleurs primaires, jaune, bleu et rouge. Nous pouvons prendre comme exemple Vincent van Gogh, dont l'utilisation de la palette évolue d'une quasi-monochronie à un usage complet de la palette. La couleur peut être posée en contraste, soit de façon complémentaire ou en dégradé. C'est en partie la connaissance des ouvrages de Charles Blanc et d'Eugène Chevreul qui a alimenté sa réflexion sur la couleur, mais pas seulement. La gamme des couleurs s'élargit au XIXe siècle, tant sur le plan optique et technique que sur celui des appréciations sociales. On découvre des peaux, des chevelures, des paysages qui sont ceux d'ailleurs exotiques et colorés, comme chez Gauguin par exemple, ou chez les artistes marqués par les possibilités esthétiques des estampes japonaises aux aplats colorés. L'utilisation de la couleur dans la peinture peut vous paraître plus technique qu'intellectuelle, et pourtant, le choix d'un artiste concernant son utilisation n'est pas sans conséquence avant le XXIe siècle. Plusieurs débats très animés se produisirent en France dès le XVIIe siècle autour du sujet de la couleur. En effet, sous le règne de Louis XIV, l'Académie royale de peinture et de sculpture propose aux peintres de débattre sur l'éventuelle supériorité du dessin sur le coloris. Cela peut paraître étonnant, mais la question ici était de savoir si les peintres veulent définir la peinture comme une pratique raisonnée, grâce au dessin considéré alors comme le meilleur moyen de représenter les choses, ou comme une pratique émotionnelle grâce au coloris qui permet d'obtenir des effets agréables à l'œil. Le coloris permettrait alors à la fois d'obtenir un rendu séduisant à l'œil, mais aussi de se rapprocher au plus près de la réalité. Ce débat n'est pas le premier, ni le dernier sur le sujet, mais il a été théorisé à la fin du XVIIe siècle sous le nom de querelle du coloris. Et vous, êtes-vous plutôt dessin ou couleur ? Lorsque vous analysez un tableau, la couleur est tout aussi importante que le dessin. L'artiste privilégie en général l'une des deux techniques, et cela nous renseigne sur sa vision de la pratique artistique. La couleur peut être imitative ou arbitraire, et lorsqu'elle est arbitraire, c'est souvent lié à l'esprit de contestation des artistes de l'époque contemporaine. Face à une œuvre, observez bien les couleurs, car en général, le choix des couleurs et la manière de les disposer n'est pas dû au hasard, surtout avant le XXe siècle.